Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Annie pour cette invitation qui me permet aujourd'hui de vous parler sur les quelques avancées sur la connaissance du champ magnétique terrestre à partir de satellites. Je précise bien quelques parce que, comme pour le champ de gravité, nos connaissances sur le champ magnétique de la Terre a évolué énormément pendant les dernières décennies et je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous parler de tout cela. Après une brève introduction, j'aimerais bien tenter de répondre à des questions que peut-être vous vous posez, c'est-à-dire où, quand, comment, pourquoi on mesure le champ magnétique terrestre. J'aimerais en quelques mots vous parler de la modélisation du champ magnétique terrestre et évidemment, une partie de mon exposé sera consacrée à l'apport de la mesure satellitaire avant de conclure. Pour définir le géomagnétisme, j'ai choisi ces mots écrits il y a des décennies par Tellier qui disait « Le géomagnétisme est né avec la boussole qui révèle l'existence partout sur le globe d'un champ magnétique naturel. » Vous imaginez qu'entre l'époque des boussoles magnétiques chinoises ou même européennes, si vous voulez, et jusqu'à l'époque des satellites, il y a des siècles et des siècles pendant lesquels les gens se sont posés des questions sur la mesure et l'importance du champ magnétique terrestre. Encore une fois, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous partager cette richesse, mais j'ai choisi ici de vous donner quelques idées historiques que j'ai pensées sont plus importantes pour la connaissance du champ magnétique terrestre. Et je commencerai avec l'année 1667, quand l'Observatoire de Paris, pas très loin d'ici, a été inauguré par les messieurs de l'Académie. C'était un moment important pour la connaissance de notre planète. Et c'est à partir de cette époque que des mesures de déclinaison, ça veut dire l'angle entre la direction de nord géographique, qui est le nord qu'on a besoin pour se positionner, et la direction de nord magnétique, qui est la direction qui est indiquée par la boussole. Donc, à partir de ce moment-là, la déclinaison a commencé à être mesurée d'une façon régulière. Un autre moment, c'est à peu près un siècle plus tard, un des fameux Cassini, Annie vous avez parlé, a réalisé une série de mesures d'une très grande précision pour l'époque, des mesures de déclinaison et d'inclinaison magnétique. L'inclinaison, qu'on définit comme l'angle entre l'horizontale et la direction du champ magnétique terrestre. Mais ces deux angles mesurés à 1 degré ne sont pas suffisants pour décrire le champ magnétique, parce que le champ magnétique, c'est un vecteur. Donc, il nous faut encore une variable et nous avons besoin de l'intensité du champ magnétique. Malgré le fait que les premières idées de mesure de l'intensité ont été réalisées en France par Poincaré, c'est seulement en 1832 que Gauss, un géophysicien allemand, a réalisé les premières mesures de l'intensité du champ magnétique. À l'époque, des unités, c'était gamma. Aujourd'hui, le champ magnétique, il est mesuré en nanotesla, qui est 10 à la puissance moins 9 Tesla. Donc, comme je vous disais, ces mesures ont une grande importance. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour la France, nous avons la chance d'avoir une des plus longues séries de mesures de déclinaison. Ça a commencé en 1541 avec une valeur d'environ 7 degrés. Et aujourd'hui, la série de déclinaison à Paris couvre 472 ans. Et ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment cette variation sur quelques siècles. Ça veut dire qu'au milieu du XVIe siècle, il fallait appliquer une correction d'à peu près 10 degrés pour trouver le vrai nord. Tout ça, après, a changé, a diminué ses valeurs jusqu'à la période de la Révolution française. Je ne sais pas si c'est la Révolution française qui a joué ici sur le champ magnétique, peut-être que non. Mais on voit ici des valeurs négatives très importantes, moins 25 degrés à peu près. Et puis, on voit que la déclinaison commence à passer vers des valeurs beaucoup plus petites. Aujourd'hui, à Paris, nous avons une déclinaison à peu près 0. Donc, vous ne pourriez pas vous perdre votre nord, ça c'est sûr. Je ne parle pas de l'inclinaison, mais vraiment en France, la première mesure, vous voyez, c'était à peu près un siècle plus tard. Pourquoi? Parce que l'inclinaison est un peu plus difficile de mesurer que la déclinaison.
Et j'ai choisi de vous montrer deux cartes magnétiques qui me sont vraiment très chères. La première est une carte que j'ai eu la chance de trouver dans un livre publié en 1601, donc ça fait quand même un moment, par Notonnier, un cartographe français. Et le titre est assez long, mais l'idée c'était d'avoir une méthode en utilisant l'aimant pour trouver les longitudes. Le problème des longitudes, il y a un problème classique très important parce que toute navigation a besoin de savoir exactement où on se trouve dans les mers. Et à l'époque où on partageait les océans et où les navires sillonnaient les mers, il fallait savoir pas seulement la latitude, facile à mesurer, mais aussi les longitudes. Et longitude représente temps, et à l'époque, on ne savait pas bien mesurer les temps dans les océans. C'est pour cela que Notonnier a eu l'idée d'utiliser la déclinaison, même si l'idée n'était pas... même si cette idée n'est pas restée. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu cette carte, donc à ne pas oublier, 1601. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, c'est écrit Polus Magneticus, et ici aussi. Donc, il y avait déjà l'idée que les pôles magnétiques ne sont pas exactement les mêmes que les pôles géographiques. Et aussi, sur la carte, on voit cette courbe qui indique l'équateur magnétique, qui encore une fois est différent de l'équateur géographique. Un siècle plus tard, c'est Halley, le fameux astronome anglais dont la comète lui porte le nom, qui publie la première carte de déclinaison et de ses variations. Il a sillonné l'océan Atlantique pendant 2 voyages et il a réalisé cette carte de déclinaison et des variations de déclinaison. Maintenant, on a bien vu qu'il y a des variations, qu'on sait les mesurer, mais d'où ça vient, ce champ magnétique, où il est produit? Annie a fait déjà une partie de mon travail, elle va vous montrer, elle a montré l'intérieur de la Terre, et donc à environ 3000 km, le noyau de la Terre est enfui. Et cette partie liquide du noyau, c'est vraiment la source de champ magnétique terrestre la plus importante. À peu près 85% du champ magnétique mesuré à la surface de la Terre est produit dans le noyau liquide par un effet de géodynamo. Il n'y a pas de source magnétique dans le manteau, car le manteau est à des températures où les propriétés magnétiques des roches n'existent plus, mais il y a aussi des sources dans la lithosphère ou dans la croûte. Ces sources sont liées aux propriétés magnétiques des roches. Et donc on voit bien qu'autour de la Terre, il y a un champ dipolaire, un bouclier qui nous protège de tout ce qui est radiation solaire. Parce que la Terre n'est pas toute seule dans l'espace et à partir du Soleil, il y a un flux de particules chargées en continu qui est beaucoup plus important pendant des éruptions à la surface du Soleil. Et ce flux de particules est connu sous le nom de vent solaire. Donc on peut penser que le champ magnétique, on peut l'écrire comme le champ du noyau plus le champ de la lithosphère plus un champ externe qui est en fait le champ de la magnétosphère, toute cette partie autour de la Terre, et de ionosphère qui est vraiment plus proche de la Terre, deux parties où des courants électriques circulent. Mais cette image statique devient un peu plus compliquée pendant les orages magnétiques. Et si tout marche bien, vous allez le voir. Et oui. Donc, comme je vous disais, noyau de la Terre, ce champ dipolaire qui protège notre planète, et ce champ qui est vraiment déformé par le flux de particules qui vient du Soleil. Tout ça, c'est la magnétosphère. On voit bien que cette partie-là a vraiment la forme d'un poisson, si vous voulez. Et en fait, on a la chance d'avoir cette partie. Pendant les orages magnétiques, on voit bien le flux de particules avec une autre vitesse et la déformation de la magnétosphère. Maintenant, je vais vous parler en quelques mots sur la mesure du champ magnétique terrestre. Il y a tout d'abord des observations directes, comme je vous avais montré, déclinaison, inclinaison, intensité, et des endroits où on mesure en continu le champ magnétique terrestre. Ces endroits doivent être vraiment très éloignés de tout ce qui est perturbation anthropogénétique.
Le premier observatoire français fut installé en 1883 à sa mort, mais il a dû déménager 2 fois à cause des perturbations électriques des trains ou des tramways. Des fois, on peut faire des mesures dans des endroits un peu insolites et j'en suis sûre que vous m'avez reconnu ici. C'était il y a quelques années, oui, c'est vrai, mais c'était très très loin sur la banquise canadienne en essayant de trouver la position de pôle nord magnétique. Donc, j'ai eu la chance de faire partie d'une expédition avec des collègues canadiens pour faire des mesures et trouver le nord magnétique à cette époque-là. On a la possibilité aussi d'avoir des informations sur le passé de champs magnétiques à partir des observations en direct, comme la magnétisation rémanente qui reste dans des objets archéologiques, dans les laves ou dans les sédiments de lacs, mais je ne parlerai pas aujourd'hui de tous ces sujets non plus. Alors, qu'est-ce que c'est un observatoire magnétique? Ici, vous avez l'observatoire, une image de l'observatoire de Chambon-la-Forêt, dans la forêt d'Orléans. J'ai eu la chance de passer quelques années dans cet endroit magnifique. Il y a le bâtiment principal, mais ce qui est intéressant pour la mesure magnétique, ce sont ces petites cabanes où se trouvent les instruments. Tous ces cabanes sont en bois et dans des matériaux amagnétiques. Pourquoi? Parce qu'il faut encore une fois être très loin de tout ce qui est village, de tout ce qui est activité humaine et mesurer exactement le champ magnétique de la Terre et pas autre chose. Mais cette infrastructure n'existe pas partout dans le monde et si on veut avoir une bonne distribution des observatoires, on est des fois censé de construire des observatoires de ce type-là. C'est un observatoire que j'ai installé en Namibie, à Kitmansoup, et on voit qu'ici ce sont une série d'instruments et ici un pilier sur lequel on fait des mesures. Pourquoi on fait des mesures? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des instruments qui sont capables de nous donner 3 composantes de champ magnétique en valeur absolue. Donc, les instruments qui mesurent en continu les variations du champ magnétique terrestre ont une dérive et de temps en temps, il faut les calibrer. Et pour cela, on fait des mesures avec ce type d'instruments qui donnent les valeurs absolues de déclinaison et inclinaison, et avec d'autres types d'instruments, comme celui-là, qui nous donnent l'intensité du champ magnétique. Donc, aujourd'hui, on a besoin toujours d'un opérateur et ses compétences pour vraiment nous aider à avoir ces valeurs absolues de 3 composantes de champ magnétique. Évidemment qu'on essaye d'avoir ces instruments automatiques et il y a des essais en Allemagne, en France, en Belgique, mais aujourd'hui, il n'y a pas dans le monde un observatoire automatique. Si on regarde la distribution de ces observatoires, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une bonne couverture sur le continent américain, une très bonne couverture en Europe, mais tout l'hémisphère sud est dépourvu des observatoires, mais aussi les zones océaniques. Donc, tout de suite, vous allez voir, on a besoin des satellites pour une bonne couverture. Mais avant d'aller dans l'espace, je vais essayer de vous répondre à cette question. Pourquoi mesurer le champ magnétique terrestre? Pourquoi on s'intéresse au champ magnétique terrestre? Bon, pour la première fois, on peut dire pour le fun, et pourquoi ne pas faire quelques voyages nordiques pour voir les aurores boréales? Ou peut-être comprendre bien le monde vivant. Pourquoi? Parce que les biologistes pensent que les oiseaux, mais aussi le monde marin, les tortues, les baleines, utilisent le champ magnétique terrestre pour la navigation. Plus récemment, j'ai eu la chance de voir un papier où apparemment même nos vaches utilisent la direction de nord magnétique pour se reposer. C'est un peu... Bon, no comments. Mais en tout cas, il y a 2 recherches et les biologistes sont vraiment très intéressés à avoir une idée plus claire sur le comportement des animaux et des oiseaux dans le champ magnétique et les variations de champ magnétique. Plus intéressant, je pense, c'est important de comprendre l'environnement Terre-Soleil, parce que la Terre, elle est baignée dans ce flux de particules et donc toute activité à la surface du Soleil va évidemment influencer notre vie à la surface de la Terre, mais aussi de voir ce qui se passe sous nos pieds et comprendre l'intérieur de la Terre.
Aussi, on mesure le champ magnétique pour comprendre des changements rapides. Aujourd'hui, on parle beaucoup de changements. Et ici, j'ai choisi de vous montrer le changement des positions des pôles nord magnétiques. À partir d'un modèle, on a eu des informations sur cette partie-là. Mais plus intéressant, c'est ce qui s'est passé pendant le dernier siècle. Les points rouges sont des vraies mesures de la position de pôle nord magnétique. Et vous voyez bien qu'entre 1994, 2001 et 2007, vraiment, le pôle nord magnétique a changé très vite de position. Et si on regarde ici les vitesses aussi pendant un siècle, on voit que la vitesse moyenne est autour de 10 km par an, mais à partir de 1970, on voit vraiment une accélération dans ce mouvement. Et aujourd'hui, le pôle nord magnétique bouge à environ 60-70 km par an. Encore un petit peu, et je devrais aller en Sibérie pour faire les mesures de positionnement parce que le pôle nord magnétique va quitter le Canada. Mais la même chose n'est pas vraie pour le pôle sud magnétique, où les vitesses restent constantes, comme ça, autour de 5 km par an. Donc on voit déjà une grande différence entre ces positions. Aussi, c'est intéressant de mesurer le champ magnétique terrestre pour comprendre les effets possibles sur notre quotidien. J'ai mis ici. Pourquoi? Annie, vous avez parlé d'un satellite Topex-Poseidon. Tous ces points-là sont des points où la connexion avec ce satellite ont été perdus. Et vous avez tout de suite observé que ces points-là se trouvent dans cette zone bleue. C'est vraiment la zone où le champ magnétique est beaucoup plus faible que sa valeur nominale. C'est la zone qui est connue sous le nom de l'anomalie d'Atlantique du Sud et la valeur nominale du champ magnétique terrestre est environ un tiers de sa valeur nominale. Et je peux vous dire que Topex-Poseidon, ce n'est pas du tout le seul satellite qui a eu des problèmes dans cette zone-là. Plusieurs satellites ont subi le même problème et même des satellites ont été perdus. Et finalement, je vais vous montrer les effets d'un orage magnétique. Donc, c'était le 13 mars 1989, un très important orage magnétique qui a vraiment brûlé les transformateurs dans le réseau de Hydro-Québec. Moitié du Canada est resté sans électricité pendant 6 heures. Donc, vous imaginez le mois de mars, Canada sans électricité 6 heures, et les effets économiques qui peuvent être liés. Donc, c'est très important de comprendre ces phénomènes et de voir si on peut les prévoir. Et pour finir cette partie-là, seulement pour vous dire qu'un orage magnétique est vraiment le moment quand le champ magnétique de la Terre d'origine externe maintenant donc varie énormément. Ici, nous avons un jour calme où les variations diurnes sont de l'ordre d'une centaine de nanotesla et pendant un orage magnétique, on arrive à des valeurs de peut-être 1000 fois plus importantes. Et les effets ne sont pas seulement les aurores boréales, mais ce sont des effets qui affectent la navigation, la transmission radio, le transport d'électricité et la gestion des satellites. Maintenant, quelques mots sur la modélisation de champs magnétiques. Encore une fois, je voudrais revenir en quelques mots sur les sources de champs magnétiques terrestres parce qu'elles sont complexes et dans un point donné à la surface de la Terre et à un moment donné, on mesure toutes ces contributions. Et pour nous, c'est important de savoir quel est le rapport de différentes contributions. Donc, comme contribution interne, je note l'existence du noyau externe encore une fois, et les processus qui se passent dans le noyau sont sur des échelles de temps qui varient entre quelques mois jusqu'à des milliers d'années, voire des millions, pendant les inversions de champs magnétiques terrestres. Le champ de la lithosphère, quant à lui, on peut le considérer constant pour ces périodes de temps que nous nous intéressons. Les contributions externes, quant à elles, proviennent de ionosphère et magnétosphère, et les variations très très rapides de l'ordre de la seconde, voire moins, sont ce qu'on appelle aujourd'hui la météo spatiale ou space weather, et qui sont des processus très rapides et qui sont assez difficiles à prévoir. Je ne parlerai pas des contributions mineures comme sont les courants induits ou les courants océaniques. Pour avoir une idée sur ces sources
j'ai aussi une animation qui vous montre la composante verticale du champ magnétique terrestre, et on voit bien que la source dominante, c'est la source du noyau, avec des variations de l'ordre de 60 000 nanotesla, plus ou moins. Maintenant, si cette partie-là, qui est le noyau, est vraiment éliminée, donc on va retirer de notre modèle la contribution du noyau. La source qui domine, c'est la magnétosphère, et on voit bien que l'échelle change et que les variations pour la magnétosphère sont de l'ordre de 60 nanotesla. Maintenant, si ces deux sources sont retirées de notre modèle, c'est la ionosphère qui est la plus importante, avec des variations qui sont à peu près moitié que les variations du champ magnétosphérique. Et si les trois sont éliminés, c'est la croûte ou la lithosphère qui prend le relais, avec des variations de l'ordre d'une dizaine de nanotesla en moyenne, parce que des fois, il y a des anomalies magnétiques très, très importantes qui existent, comme ici, l'anomalie de Bangui, ou des anomalies liées à des dépôts de fer en Russie. Et finalement, si toutes ces contributions sont éliminées, ce sont les courants océaniques qui ont une contribution minimale, seulement de quelques nanotesla, mais on voit bien la grande échelle de ces mouvements qui existent aussi. Pour le champ magnétique, on peut donc écrire que le champ magnétique est la somme d'un champ magnétique interne et le champ magnétique externe, et dans une zone qui est comprise entre la surface de la Terre et la base de l'ionosphère, il n'y a pas de source magnétique, donc on peut penser que le champ dérive d'un potentiel, et les formules pour le potentiel interne et externe sont différentes. Encore une fois, c'est le même Gauss qui a développé une méthode de représentation du champ magnétique, et c'est exactement la même méthode pour le champ de gravité, ça veut dire l'expression du potentiel en harmonique sphérique. Donc on retrouve exactement ce que Annie disait avant, sauf qu'en géomagnétisme, les coefficients, on le nomme GNM, HNM, et ce sont ces coefficients qu'on veut déterminer. Comment? C'est vraiment par une analyse des moindres carrés à partir des données magnétiques qui sont recueillies sur l'ensemble du globe. Les autres valeurs sont le rayon de la Terre, la distance radiale, la colatitude et la longitude. Donc, nous sommes aussi pour le champ magnétique intéressés par ces coefficients GNM, HNM. Si on considère n égale 1, je fais exactement le même exercice, malgré le fait que nous n'avons pas parlé comme Annie. Qu'est-ce qu'on a? De point de vue magnétique, pour n égale 1, on a le dipôle du champ magnétique. G1,0 va définir le dipôle axial, ça veut dire la partie du champ magnétique qui se trouve sur l'axe magnétique, et les deux autres termes vont définir le dipôle équatorial. Ce qui est important, c'est que ces trois premiers termes vont décrire le champ dipolaire qui représente 90% du champ que nous pouvons représenter par des harmoniques sphériques d'origine interne. Pour le n plus grand que 1, nous sommes dans le cas de champ non dipolaire. Et par exemple, si n égale 2, les 5 termes suivants décrivent le champ quadripolaire. Pour n égale 3, le champ octopolaire, et ensuite. Donc, nous avons ces coefficients et nous pourrons donc maintenant cartographier le champ magnétique et avoir des cartes de ce champ partout à la surface du globe, des cartes obtenues à partir des données au sol. Ici, vous avez une carte d'intensité du champ magnétique et une autre carte pour la composante verticale pour l'époque 2005. Mais regardons cette carte-là avec l'anomalie d'Atlantique du Sud. Elle ne reste pas exactement la même parce que le champ magnétique bouge dans le temps. Et qu'est-ce qu'on trouve si on prend un siècle de différence? On voit en 1900 cette courbe de valeur qui est de 26 000 nanotesla, qui couvre un territoire à
ces petits un territoire restreint, et exactement la même valeur. Un siècle plus tard, on le retrouve ici, et vous voyez bien que c'est toute la partie de l'Atlantique du Sud qui est couverte et tout le territoire d'Amérique du Sud. Donc, un changement notable dans le champ magnétique. Et si on garde un modèle qui est un modèle sur 4 siècles et qui nous montre justement la déclinaison, qu'est-ce qu'on va voir dans cette animation? On va voir qu'il y a des lignes de 0 déclinaison. Donc, ça veut dire, si vous êtes là, à cette époque-là, 1604, vous n'avez pas besoin d'ajuster votre boussole pour être vraiment dans la direction du nord géographique, mais ici, par exemple, vous êtes obligé d'appliquer une correction de plus 40 degrés. Et vous allez voir que ces changements sont des fois très rapides. Et ça dépend de l'époque et ça dépend de la position sur le globe. Et ici, vous allez voir une courbe de 0 degré qui se développe très très vite et qui change très vite de position. Donc tout ça montre vraiment que le champ magnétique bouge énormément. Et ça, c'est vraiment le champ magnétique du noyau. Donc tout ce qui est contribution externe de magnétosphère et ionosphère a été déjà éliminé. Donc c'est vraiment une signature de ce qui se passe à 3000 km de profondeur sous nos pieds. Maintenant, j'ai encore un peu de temps, moitié de mon exposé quand même, pour vous parler de l'apport de la mesure satellitaire. Pour le magnétisme, nous n'avons pas eu beaucoup de satellites. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de mesurer le champ magnétique. Déjà, on a vu que c'est assez compliqué de le mesurer à la surface de la Terre. Vous imaginez qu'en espace, c'est beaucoup plus compliqué. Le premier satellite qui portait des capteurs magnétiques, c'était Maxad, un satellite américain qui était lancé en 1979 et qui a fourni des données magnétiques pendant 6 mois. Après, la communauté a dû attendre une vingtaine d'années, jusqu'à 1999, quand un satellite danois a été envoyé dans l'espace, un petit satellite de seulement 60 kg, mais avec un très très long bras, 8 mètres. L'année 2000 a vu 2 satellites envoyés dans l'espace, un satellite Saxé, argentin avec une contribution américaine. Malheureusement, le satellite, à cause des problèmes de câblage, n'a pas fourni les données qu'on espérait et de la qualité que nous avons espéré. Et le satellite Champ, un satellite allemand, qui est resté 10 ans en orbite. Et c'est vraiment à partir de ce satellite que nous avons eu la possibilité à faire beaucoup d'études et quelques exemples je vais vous présenter par la suite. Ce qui caractérise tous ces satellites, c'est ça, un bras. Donc vous imaginez, il faut lancer le satellite, il faut déployer le bras dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les instruments doivent être loin du corps de satellite pour ne pas être perturbés. Ici, c'est le satellite Champ de façon schématique. Tout au bout du satellite, le bras il a 4 mètres. Il y a un instrument qui est un magnétomètre absolu qui donne l'intensité du champ magnétique. Et au milieu, il y a une plateforme sur laquelle on trouve une caméra stellaire et un magnétomètre de type Fluxgate, un magnétomètre qui mesure les variations de 3 composants du champ magnétique avec des méthodes mathématiques élaborées et en utilisant les mesures absolues du magnétomètre, celui-ci produit en France, on est capable d'avoir les valeurs absolues de 3 composantes. Pourquoi les satellites sont importants? Si on regarde un petit peu ce qu'on a comme données aujourd'hui, à la surface de la Terre, ce sont les observatoires magnétiques, avec les premiers observatoires vers le milieu du 19e siècle. Et ici, vous voyez qu'on arrive à peu près 200 observatoires qui sont capables de fournir des valeurs annuelles, ça veut dire une valeur pour l'année, pendant cette période-là. Des valeurs
d'une haute résolution temporelle, 1 heure ou 1 minute, arrive beaucoup plus tard, au début du XXe siècle pour les valeurs horaires et seulement dans les années 70 pour les valeurs minutes. Aujourd'hui, il y a quelques observatoires autour du monde où même les valeurs secondes sont mesurées. Donc, on a l'accès à des variations très, très rapides du champ magnétique terrestre. Quant aux satellites, pendant quelques années, à la fin des années 60, il y a eu quelques satellites américains de la série OGO qui ont porté un magnétomètre qui mesurait seulement l'intensité du champ magnétique. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, on n'avait pas une description totale du vecteur champ magnétique. Donc ça, on les oublie quelque part. Après, on voit le satellite Maxat et à partir de 1999, les 3 satellites qui ont été en orbite. Mais l'importance des mesures satellitaires vient d'où? Vient du fait que si on compare la distribution des observatoires ici avec ce qu'un satellite peut nous fournir comme données pendant 1 jour ou 3 jours, on voit tout de suite la différence. Ça veut dire que c'est seulement grâce à des satellites qu'on peut avoir une couverture globale et donc on a l'accès à une information autour du globe. Quelles ont été les avancées apportées par les mesures satellitaires? Pour la première fois, c'était Maxat qui a permis de réaliser la séparation entre les contributions internes. Je disais au début que le champ interne, c'est le champ du noyau et le champ de la lithosphère. Et on peut exprimer par cette relation le spectre d'énergie de ces 2 contributions. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le champ du noyau, il a cette tendance-là avec une rupture nette de pente et puis ça continue le champ de la lithosphère ou de la croûte. Aujourd'hui, nous considérons que le champ du noyau est exprimé par des degrés n plus petits ou égal à 13 et le champ de la lithosphère par des degrés plus importants que 15. Entre 13 et 15, il y a vraiment un mélange de sources. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que, évidemment, pour des petites échelles ici, nous avons aussi une contribution du noyau, mais nous ne sommes pas capables de voir cette contribution. Les données satellitaires aussi nous ont permis de décrire le champ de la lithosphère, ça veut dire les anomalies magnétiques, d'une façon plus détaillée. Si on considère ici une carte publiée avant 2000, seulement avec des mesures sol, on voit des anomalies magnétiques vraiment de grande échelle, mais après l'année 2000, en utilisant les données du satellite allemand CHAMP, on voit bien qu'on a accès à des anomalies de petite échelle. On reconnaît bien ici l'anomalie de Bangui ou les anomalies sur le territoire russe, mais aussi aux États-Unis. Donc, une des premières aides des mesures satellitaires a été vraiment de mieux comprendre la croûte ou la lithosphère magnétique. Mais qu'est-ce qu'on a pu aussi faire, et ça nous a vraiment étonné quand on a eu ces premiers résultats, c'est qu'en utilisant les données Maxat et les données CHAMP, séparées par 25 ans, on a une couverture globale, donc on peut vraiment voir quels sont les changements dans l'intensité du champ magnétique. Et ce qu'on a vu, regardons ici, toujours dans cette zone d'Atlantique du Sud, le champ magnétique de la Terre a diminué d'environ 10%. Or, il faut vous imaginer, pendant un quart de siècle, une quantité qui représente une caractéristique d'une planète qui change par 10%. Donc, c'est vraiment très important et nous essayons de comprendre les causes. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre les variations temporelles du champ magnétique. Donc, si on considère la composante verticale ici, on peut évidemment, avec les données satellitaires qui sont vraiment autour de la Terre et
qui nous permet d'accéder à des variations rapides, avoir une idée sur la variation séculaire. Et ici, vous avez la variation séculaire pour la composante verticale, avec des changements de l'ordre de 200 nanotesla par an. Mais aussi, pour la première fois, on a eu accès à l'accélération séculaire. Et ici, vous avez une carte d'accélération avec des valeurs de quelques trentaines de nanotesla par an au carré. Pour voir comment l'accélération a changé dans le temps, j'ai encore une animation. Et ce que j'aimerais bien, c'est que vous regardez ce changement des taches rouges et bleues. Et vous allez voir que de temps en temps, très rapidement, on a ce changement entre les zones couvertes par les taches rouges, donc d'accélération positive, et les taches bleues d'accélération négative. Et ça, c'est très important parce que c'est la signature des phénomènes pas très bien connus. Aujourd'hui, on les appelle des secousses magnétiques. Et on voit bien ici la vitesse avec laquelle tout change dans l'accélération du champ magnétique. Et ces phénomènes-là sont toujours liés à ce qui se passe à 3000 km de profondeur dans le noyau. Et on va essayer de voir ce qui se passe dans le noyau. Comment? Évidemment, les observations sont à la surface de la Terre ou autour de la Terre. Mais nous sommes intéressés de savoir ce qui se passe à la limite noyau-manteau, où le champ magnétique est produit dans le noyau externe par le mécanisme de géodynamo. Ce qu'on peut faire, c'est de partir de cette image que vous avez vue de la composante radiale à la surface de la Terre et arriver à voir exactement la même image à 3000 km de profondeur à la limite noyau-manteau. Pourquoi on peut le faire? Parce que le manteau est isolant de point de vue électrique, donc on peut prolonger le champ magnétique d'une surface à la limite noyau-manteau. Et ici, c'est un modèle, c'est toujours Grimm, je suis désolée, voilà, il y a des Grimm en gravit, il y a des Grimm en magnétisme, ce n'est pas du tout le même modèle. C'est un modèle réalisé il y a quelques années en Allemagne, pour l'époque 2005, pour degré 13. Et vous voyez que cette structure assez banale, assez simple à la surface de la Terre, devient une structure très compliquée à la frontière noyau-manteau. L'équateur magnétique devient vraiment un équateur avec beaucoup d'ondulations, mais encore plus intéressant, c'est le fait qu'on voit des taches de champ de polarité inverse. Et ça, ce sont les taches vers les rouges dans l'hémisphère nord et toute cette tache assez large dans l'hémisphère sud. On peut faire évidemment la même chose pour la variation séculaire. Ici, c'est la carte en surface. Ici, c'est la carte à la limite noyau-manteau. Et encore une fois, on voit clairement que dans cet hémisphère, disons, atlantique, il y a énormément de changements temporels, de champ magnétique, et que ce n'est pas du tout la même chose dans la partie pacifique. Donc, évidemment, on est très intéressé de savoir ce qui se passe dans cette zone-là. Encore une chose que j'aimerais souligner ici, c'est le fait que la variation séculaire a été obtenue jusqu'à degré 18. Ça veut dire que le champ lithosphérique, il est constant dans le temps. Donc, tout ce qui est variation temporelle après degré 13, c'est sûr que ça vient du noyau. Donc, c'est pour la première fois qu'on a pu avoir accès, grâce aux données satellitaires, à la variation séculaire et à l'accélération séculaire de petite échelle. Donc, on connaît mieux l'accélération et la variation séculaire, donc les changements dans le temps du champ magnétique, que le champ magnétique lui-même. Mais à quoi ça sert? Ça sert, je n'ai pas beaucoup d'équations non plus, ça sert de comprendre ce qui se passe dans le noyau. Donc, ce qu'on fait d'habitude, on part de cette équation qui est l'équation d'induction, où la variation temporelle de champ magnétique est exprimée en fonction de la vitesse de mouvement du champ magnétique lui-même. Ces deux termes, on peut les comparer, et ce terme qui est le terme de diffusion ou état et la diffusion magnétique,
on peut le négliger pour ces constantes de temps parce que la diffusion dans le noyau est de l'ordre de 10 000 ans. Donc on peut rester avec cette partie-là d'équation et on peut prendre seulement la composante radiale, dont je vous avais montré avant, et exprimer la variation temporelle de la composante radiale en fonction de la vitesse et du champ radial. Le problème est que nous avons une équation et deux inconnues parce que la vitesse, on a besoin de deux directions de la vitesse dans le plan horizontal, donc on a besoin de plus d'informations. Pour cela, on part de l'équation de Navier-Stokes qui est déjà dans sa forme plus allégée, disons, où le terme inertiel et le terme visqueux ne sont pas pris en compte parce que leurs valeurs peuvent être négligées. Et encore une fois, on peut faire quelques hypothèses sur deux autres termes. La poussée d'Archimède, on peut la considérer nulle. Pourquoi? Parce que c'est sur la verticale et nous sommes intéressés par des vitesses dans le plan horizontal, mais aussi les forces de Lorentz, parce que nous passons d'un endroit conducteur dans le manteau où il n'y a pas de courant électrique. Donc nous arrivons à un équilibre géostrophique entre les forces Coriolis et le gradient de pression et cela nous permet d'avoir une autre relation sur les vitesses. Donc avec ces deux hypothèses, l'hypothèse de flux gelé et l'hypothèse géostrophique, et en utilisant l'écart du champ magnétique et de sa variation à la frontière noyau-manteau, on peut calculer ces mouvements. Donc ça, c'est une image des mouvements en profondeur, à 3000 km profondeur, et ces mouvements du noyau fluide sont de l'ordre d'une vingtaine de kilomètres par an. Et encore une fois, on voit bien qu'il y a des mouvements plus soutenus dans cette partie atlantique et des mouvements presque nuls dans toute la partie pacifique. On peut se poser la question, quelle est la signature en surface? La signature en surface sont les fameux secousses magnétiques. Donc, les accélérations et les décélérations dans le mouvement sont exprimées quelque part par des variations dans la variation séculaire. Ici, c'est pour un point, c'est un observatoire en Allemagne. C'est la variation séculaire de la composante Y qui est à peu près la déclinaison. Et les petits points noirs représentent les valeurs mensuelles et les autres courbes de couleurs différentes, des modèles publiés par des chercheurs sur une période plus longue de temps ou seulement à partir de données satellitaires. Donc, une secousse magnétique peut être définie comme un changement très brusque dans l'accélération, dans la variation séculaire et un saut dans l'accélération ou la dérivée seconde. Donc, ça veut dire que nous avons une information sur la dynamique du noyau. Mais le noyau représente quoi? Représente une masse qui bouge. Et pour cela, nous avons eu l'idée d'essayer d'avoir un peu plus d'informations sur le noyau, pas seulement à partir de données de satellite Champ dont vous avez parlé, mais aussi de satellite Grace. Donc, Annie va vous parler un peu plus dans les leçons à venir. Aujourd'hui, seulement, je voudrais vous dire qu'on a utilisé les deux sets de données, qu'on a essayé vraiment d'éliminer des modèles Grace tout ce qui était contribution parasite pour nous, ça veut dire les contributions océaniques, atmosphériques, et ensuite essayer de voir si on trouve une corrélation entre la signature d'accélération séculaire et la gravité. Je vais essayer de vous dire en quelques mots ce qui représente cette carte un peu chaotique. Donc, dans chaque carré, au milieu, pendant une période de 8 ans, de août 2002 jusqu'en août 2010, nous avons eu des données Grace et des données Champ. On a calculé des valeurs à 10 jours pour chaque composante, donc l'accélération séculaire et la gravité, et on a représenté ces variations pour chaque petit point dans ce rectangle. Donc une courbe d'ici commence en août 2002 et continue jusqu'en août 2010, en bleu pour l'accélération séculaire du champ magnétique et en vert pour le champ de gravité.
Et nous avons observé que des fois, il y a des variations qui sont très importantes et qu'il y a une corrélation entre ces deux variations. Et le zoom ici, c'est une zone sur l'Afrique et l'Atlantique. Et il faut savoir qu'on est avec des données complètement différentes, mais on voit clairement ce changement dans le champ magnétique qui est lié à des mouvements du noyau qui représentent les secousses magnétiques, mais aussi au même type de changement dans le champ de gravité. Pour approfondir nos résultats, nous avons calculé des corrélations entre les séries des anomalies de gravité par Grace et les séries d'accélération séculaire du champ magnétique données par Champ. Toutes les valeurs de corrélation qui n'ont pas été significatives au niveau de 85% sont mises à zéro. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que vraiment la corrélation la plus importante et sur la zone la plus large se trouve justement dans cette partie-là, Afrique Atlantique. Et nous pensons que ces signatures qu'on a vues dans le champ de gravité bien nettoyées, ce sont des signatures du noyau. Et évidemment, on se pose la question comment on peut vérifier cela, mais on a essayé de jouer un petit peu avec les ordres de grandeur. Donc là, le changement dans le champ de gravité était de quelques nanogals, et donc on a pu calculer les variations de pression à la frontière noyau-manteau par l'approche de nombre de Love, et nous avons trouvé des valeurs de pression de l'ordre de moins 10 à la puissance 4. Évidemment, on passe encore une fois par l'équilibre géostrophique entre le grain de pression et les forces de Coriolis, et cela nous donne la possibilité de calculer d'une autre façon les mouvements dans le noyau, et on arrive à peu près à le même ordre de grandeur d'une vingtaine de kilomètres par an. Donc, nous pensons que vraiment, c'est pour la première fois qu'on était capable de mettre en évidence les mouvements du noyau dans les données de gravité. Et j'arrive dans les temps pour mes conclusions. Donc, pour la première fois, je voudrais encore une fois vous souligner le fait que la Terre a la chance de garder son champ magnétique et d'autres planètes ne l'ont pas. Et ici, j'ai choisi seulement de faire la comparaison quelque part classique entre la Terre et la planète rouge. La Terre a un noyau liquide qui fonctionne, où le champ magnétique terrestre est produit et qui nous protège de tout ce qui est particules irradiées qui viennent du Soleil. Mars a seulement un champ crustal. À partir de deux missions satellitaires, ici Ørsted et Mars Global Surveyor, on a pu calculer des cartes des anomalies crustales pour la Terre et pour Mars. Et on voit bien qu'à peu près à la même altitude, 400 km, le champ crustal de la Terre est de l'ordre d'une vingtaine de nanotesla. Le champ de Mars, c'est à peu près 10 fois plus important. Aussi, on voit bien cette dichotomie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de Mars. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation que sur Terre. Et je pense que c'est important vraiment de bien comprendre pourquoi des planètes gardent leur champ magnétique d'origine interne, comme la Terre, et d'autres planètes ont cessé d'avoir une dynamo, comme Mars. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Je vous avais dit au début que malheureusement aujourd'hui, nous n'avons pas un vrai satellite en orbite pour mesurer le champ magnétique terrestre. Nous espérons d'avoir 3 d'un coup. Mais quand, j'espère que cette année, c'est la mission SWARM de l'Agence spatiale européenne. Et l'idée, c'est d'avoir 3 satellites en orbite. 2 satellites seront à une altitude de 490 km et sont vraiment côte à côte, séparés par une centaine de kilomètres. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mesurer exactement la même contribution externe et de pouvoir nous aider à faire cette séparation entre les sources internes et les sources externes. Et l'autre satellite, il sera tout seul, malheureusement, à 530 km, mais on a besoin de tous les 3. La charge utile de chaque satellite est composée de quoi? Évidemment, tout d'abord des instruments pour mesurer le champ magnétique de la Terre, d'un instrument qui est un magnétomètre de type Fluxgate pour mesurer le champ
vectoriel, donc il va mesurer les composants vectoriels du champ magnétique. Un magnétomètre absolu scalaire qui va mesurer l'intensité du champ magnétique. C'est un magnétomètre qui est fourni par le CNES et qui a été construit par le LETI en France. Et puis d'autres instruments, un instrument pour mesurer la densité ionique ou le champ électrique, et aussi un accéléromètre pour la mesure des accélérations non gravitationnelles. Et évidemment, il y a tous les autres instruments associés, comme des réflecteurs laser pour la détermination précise de l'orbite, le GPS pour le temps. Alors, cette mission-là a vraiment comme but de bien séparer les contributions des différentes sources de champs magnétiques terrestres et comprendre les processus à l'origine de ces différentes sources. Ça veut dire avoir plus d'informations sur l'angio-dynamo dans le noyau externe de la Terre, dont le fonctionnement n'est pas complètement connu, pour comprendre mieux l'aimantation de la croûte terrestre et par ce biais vraiment l'histoire géologique de la lithosphère, pour comprendre les circulations des courants électriques dans l'ionosphère et la magnétosphère, et finalement, pourquoi pas avoir un peu plus d'informations sur les courants océaniques qui induisent eux aussi un très faible champ magnétique. Et pour finir, je vous laisse avec cette animation qui vous montre comment on va déployer le satellite SWORM dans l'espace, et je vous remercie.